Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 27 mars. Au sommaire de ce journal, l'investissement à Mila encourage à la lumière de la levée d'entraves. De nombreux projets voient le jour dans différents domaines. Nous irons également à Oran, où un laboratoire de médicaments génériques produit 40 millions d'unités par an. Les dessertes quotidiennes de la Sogral durant Ramadan renforcées et adaptées, décalées vers l'après-midi et la nuit. Il sera possible de prendre des transports après Al-Iftar dans toutes les gares routières. Et on parlera artisanat. Tamanara, c'est un atelier confectionne des bijoux selon des techniques très anciennes, un savoir-faire que l'on apprend très tôt dans cette entreprise familiale. On ira à la découverte de la mosquée Uqba ibn Nafi' à Biskra, une des plus anciennes au Maghreb et un centre de rayonnement culturel dans toute la région. Heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres, on fait le point sur le match des Verts qui affronte en ce moment même l'équipe nigérienne Rades à Tunis. Rencontre retour du groupe F éliminatoire de la CAN 2023. Le score est de 1-0 à la mi-temps et c'est Bardad Bounjah qui a ouvert le score à la 6e minute. Dans l'actualité industrie et la wilaya de Mila a enregistré la relance et la mise en exploitation de nombreux projets. Plusieurs investissements qui ont obtenu les permis d'exploitation se sont lancés dans la transformation agricole ou encore le bois. Une 7e opération qui a permis la création de centaines d'emplois. Mariam Damis nous en parle. En activité depuis plus de 20 ans, cette unité spécialisée dans la transformation et la production de concentrés de tomates et de confiture à Shelromleid a bénéficié d'un permis d'exploitation alors qu'il exerçait son activité sur une terre agricole. Cette unité de production compte exporter 7000 tonnes de produits agroalimentaires, dont la purée de piment rouge et le concentré de tomates vers la Libye. Après l'extension de notre unité, nous comptons augmenter notre capacité de production en vue d'atteindre l'autosuffisance et pénétrer le marché international, ce qui permettra à l'Algérie de bénéficier des recettes en devises. À Tajnant, cette unité de production spécialisée dans la fabrication de portes en bois, un produit auparavant importé de Turquie et de Chine et qui aujourd'hui est fabriqué localement. Nous avons un projet de fabrication de machines de découpe mélaminées et le MDF High Gloss. Grâce au permis d'exploitation exceptionnel octroyé aux investisseurs, au total, 3400 emplois ont été générés. La commission de Wilaya envisage d'étudier les dossiers restants d'ici la fin du mois de mars. Il s'agit de la 7e opération d'octroi de permis d'exploitation et acte de concession à Mila en vue de soutenir l'investissement industriel en Algérie et ainsi réduire la facture d'importation. Industrie toujours pharmaceutique cette fois. Et ce laboratoire de production de médicaments génériques à Oran, il comprend une unité de contrôle qualité qui veille sur la conformité de plus de 40 millions d'unités par an. Des molécules sont également développées par les pharmaciens et biochimistes du laboratoire. Les détails par Laouf Hamouche. Nous sommes au sein du laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le développement, la production et la commercialisation de médicaments génériques. Depuis sa création, cette unité située à Oran s'est imposée au fil des années comme un acteur incontournable du secteur. Notre capacité de production peut atteindre les 40 millions d'unités par an. Notre gamme comprend actuellement près de 70 médicaments, notamment les corticoïdes et certains antibiotiques à l'instar des céphalosporines. Nous arrivons à produire l'équivalent de 16 000 sirops pour une durée de 8 heures de production, soit 48 000 unités en 24 heures. Composé d'une équipe jeune et motivée de pharmaciens, chimistes et microbiologistes, le laboratoire de contrôle qualité veille au grain. Pour cela, il est doté d'équipements technologiques des plus performants afin de répondre aux normes internationales. Nous assurons les analyses physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et produits finis, et ce, grâce à une technologie de pointe. Nous nous trouvons au niveau de l'unité 6, une unité consacrée à la lyophilisation de certains produits, à l'instar des anti-inflammatoires stéroïdiens.
Développer l'industrie pharmaceutique, en faire un véritable levier économique, c'est la stratégie adoptée par les pouvoirs publics en vue d'assurer la souveraineté sanitaire et médicamenteuse de notre pays et se positionner dans le marché international. Sogral renforce et adapte le planning de ses dessertes quotidiennes durant Ramadan pour répondre à la demande grandissante. La société d'exploitation des gares routières annonce le décalage de 30% des dessertes vers l'après-midi et la nuit. Il sera donc possible de prendre des transports après Al-Iftar. Les détails par Amal Seridir. La société d'exploitation des gares routières d'Algérie, Sogral, adapte ses programmes au mois de Ramadan pour faciliter les déplacements des voyageurs. Selon les besoins et les demandes, d'intensifier les départs d'après-midi et soir à un niveau de 30%. Et en même temps de changer le programme de travail des travailleurs pour mieux s'adapter. Les dessertes quotidiennes ont été intensifiées pour répondre à la demande des voyageurs durant ce mois sacré. En ce qui concerne le programme du Ramadan, ça m'a beaucoup plu. Avant de venir jusqu'ici, j'ai appelé le bureau des informations, ils m'ont tout donné. Les bus sont disponibles et le programme est respecté. Le transport est disponible et les agents assurent le service, même le soir. Grâce à l'application Mahatati, les voyageurs peuvent désormais avoir toutes les informations sur les trajets et les stations. La société des transports a également aménagé des espaces pour l'iftar au niveau de 17 gares routières à travers le territoire national. Sonatrach a enregistré une forte hausse de la valeur de ses exportations d'hydrocarbures en 2022, une légère augmentation de sa production. Également, les exportations ont atteint 60 milliards de dollars. Le bilan des activités de la société pétrolière fait état également de 5,5 milliards de dollars d'investissements réalisés en 2022 en matière d'exploration. 15 nouvelles découvertes ont été réalisées. Les plus importantes sont celles du gaz, sont celles en gaz dans le périmètre d'Inamenas 2 et la découverte de pétrole et de gaz à Berin en partenariat avec l'italien Eni. Et ce communiqué du MDN dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts qualitatifs des services de sécurité du ministère de la Défense nationale, le terroriste dénommé Melouki Habib dit Rabia s'est rendu hier aux autorités militaires à Bojbaji Mourtar en 6e région militaire. Le dit terroriste qui avait rallié les groupes terroristes activant dans la région du Sahel en 2012 avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 grenades avec 2 détonateurs, 5 chargeurs et une quantité de munitions. Cette opération vient consolider les résultats positifs obtenus sur le terrain qui dénotent de la grande vigilance et la ferme détermination des unités et des personnels de l'armée nationale populaire à préserver la sécurité et la stabilité du pays. À l'étranger, le président de la Colombie appelle à accorder au Sahara occidental le statut de pays observateur au sommet ibéro-américain. Lors de cette session, Gustavo Petro a mis en avant les relations historiques qui lient le Sahara occidental et cette organisation. Cette demande est formulée en présence du roi d'Espagne et son Premier ministre, un an après le revirement de position du chef de l'exécutif espagnol Pedro Sánchez sur la question sahraoui. On écoute le président colombien. J'appelle les participants à ce sommet à accorder le statut de pays observateur au Sahara occidental, en intégrant la République arabe sahraoui démocratique dans ce forum au regard des liens historiques et culturels qui nous lient au peuple sahraoui, comme j'appelle à construire des ponts avec le continent africain. Les violations des droits de l'homme se poursuivent au Sahara occidental, même durant Ramadan. Le cas de la journaliste sahraoui Al-Salha Mohamed El-Bachir Boutenkiza, victime de violences de la part des autorités de l'occupation marocaine au premier jour du mois sacré. Je vous invite à écouter son témoignage. تعرضت للتعنيف أول يوم رمضان على الساعة 3:30 بتوقيت غرينتش على
J'ai été torturée le premier jour du mois de Ramadan à 3h30 par les agents des forces d'occupation marocaines en présence du chef de la 7e circonscription et des agents des renseignements du Makhzen. J'ai été insultée et j'ai subi des violences physiques. J'en garde les séquelles sur mon corps, comme vous pouvez le voir sur ma jambe. D'ailleurs, toute la responsabilité de ces violences et de ces actes barbares incombe aux forces d'occupation marocaines, notamment toutes les violations des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité que subissent les militants, les journalistes et les citoyens sahraouis. Je dénonce également le silence de la communauté internationale face aux actes barbares des forces de l'occupation marocaine commis contre le peuple sahraoui. Et les violences contre les Palestiniens n'ont jamais cessé et se sont exacerbées durant Ramadan. La présidence et le ministère des Affaires étrangères palestinien appellent à une position américaine et internationale efficace pour forcer l'entité sioniste à cesser ses agressions. De son côté, le mouvement Hamas dénonce l'attaque contre la mosquée Al-Aqsa et l'agression des fidèles. Elle la qualifie de crime contre la liberté de culte. Amal Bouarba. Dans un contexte de regain de violence, les Palestiniens subissent depuis le début du mois de Ramadan les agressions continues de l'occupation sioniste et son ciblage de la ville d'Al-Quds et la mosquée Al-Aqsa. Ces derniers jours, ce sont des fidèles de la mosquée Al-Aqsa qui ont été agressés par la police sioniste, en plus des incursions continues par des colons extrémistes et des arrestations arbitraires des Palestiniens. L'armée d'occupation sioniste procède quotidiennement à des arrestations dans les villes et les localités de la Cisjordanie occupée et dans la ville d'Al-Quds, sous divers prétextes. Face à cette situation, la Palestine a appelé à une position américaine et internationale efficace pour forcer l'entité sioniste à cesser ses agressions et son ciblage de la ville d'Al-Quds et la mosquée Al-Aqsa. Elle exhorte les parties régionales et internationales à faire pression sur l'entité sioniste pour qu'elle arrête cette escalade des attaques pendant le mois de Ramadan par son armée et ses colons. Le mouvement Hamas a déclaré que l'attaque contre la mosquée Al-Aqsa est un crime contre la liberté de culte et un épisode d'une série continue d'agressions contre les fidèles et Al-Aqsa. Il a ajouté que le peuple défendra son droit de prier à la mosquée Al-Aqsa à tout moment et par tous les moyens. L'escalade de la violence intervient au moment où l'occupation sioniste poursuit la construction et l'expansion des colonies, la confiscation des terres et le déplacement des Palestiniens. Des appels d'offres pour la construction de plus de 1000 colonies en Cisjordanie occupée ont été diffusés par l'occupant, faisant fi des multiples condamnations. Au même moment, l'entité sioniste est secouée de plein fouet par une crise politique sans précédent et un appel à des mouvements de manifestation qui menacent d'un embrasement général. Le mépris de l'entité sioniste est sans limite. Même les dépouilles des prisonniers ne sont pas restituées. Pas moins de 12 corps de prisonniers palestiniens tombés en martyrs dans les geôles sionistes récemment sont toujours détenus par l'administration pénitentiaire de l'occupation, a dénoncé le club du prisonnier palestinien. Fin janvier dernier, le nombre de détenus palestiniens dans les prisons d'occupation était de 4 780. Et en France, une semaine après l'adoption forcée de la réforme des retraites, le gouvernement français tente de l'apaisement et propose des consultations avec les syndicats sans parvenir pour l'instant à désamorcer les tensions. Un nouveau mardi noir est prévu demain avec d'importants rassemblements alors que plus de 15% des stations-service du pays étaient à court d'essence ou de gasoil ce lundi, résultat des différentes grèves. Retour dans le pays pour parler artisanat. Taman Al-Asset, dans l'atelier de Al-Hajj Smaïl précisément, on confectionne différents types de bijoux selon des techniques très anciennes. Une entreprise familiale où le savoir-faire se transmet dès le plus jeune âge. Walid Yousfi a rencontré cette famille d'artisans. Reportage. À peine arrivé à l'atelier, Al-Hajj Smaïl commence par rallumer le creuset. Grâce à cela, il pourra faire fondre toutes sortes de métaux précieux qui lui serviront plus tard à confectionner ses bijoux. Une technique ancestrale qu'il a d'ailleurs apprise de son grand-père.
Cela fait une 60aine d'années que je travaille ici. J'étais très jeune quand j'ai commencé à apprendre ce métier. On fabrique à la main toutes sortes de bijoux, de bracelets et de bagues grâce à des techniques qui sont transmises de génération en génération. Un art qu'il a veillé à transmettre à ses fils. Nasreddin, journaliste de formation, est aussi artisan dans cet atelier. Il vient donner un coup de main à ses heures perdues. Mon métier, c'est faire les bijoux traditionnels. On travaille avec, bien sûr, ça dépend de la commande des clients. On fabrique les colliers, les bracelets, les bagues, les parures d'argent. Ça dépend de la commande des clients. On a des clients locaux, on a des clients qui sont venus de l'autre wilaya. Nasreddin, comme la plupart des artisans ici, font d'ailleurs partie des familles qui font la renommée de ce quartier, appelé Sorol Ma'almin, ou le quartier des artisans. C'est un métier qui se transmet de père en fils. Notre famille est installée ici depuis plusieurs générations. Peu à peu, d'autres familles d'artisans nous ont rejoints et avec le temps, ce quartier est devenu réputé pour la joaillerie artisanale. Nos enfants viennent eux aussi très jeunes à l'atelier pour commencer à apprendre les bases du métier. C'est notre gagne-pain, mais c'est aussi une tradition qu'on essaie de perpétuer. Connus pour leur savoir-faire, les artisans de Sorol Ma'almin sont devenus une référence en matière de confection artisanale de bijoux dans le Grand Sud algérien. Leurs créations sont aujourd'hui vendues dans la grande majorité des wilayas du pays et même à l'étranger. Lancement du concours national de poésie Al-Qasid Al-Muhammadiya pour le meilleur poème en éloge au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Un premier prime a eu lieu hier soir au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger, où 9 poètes algériens se sont affrontés en vers lors de brillantes prestations. Ils seront départagés à la fin du mois par un jury de spécialistes, un événement organisé par le ministère de la Culture avec l'établissement public de télévision. On vous emmène à présent à la découverte de la mosquée Uqba ibn Nafi' à Biskra. En plus d'être un haut lieu de culte, il s'agit d'une source de rayonnement culturel dans toute la région. Datant de plus de 1400 ans, l'édifice est témoin d'une longue histoire, comme vous allez le voir dans ce reportage de Nakhla Al-Arabi. Érigée en l'an 686, la mosquée a été construite autour du tombeau de Uqba ibn Nafi' al-Fahri. C'est la 3e plus vieille mosquée au Maghreb. 350 ans après l'inhumation du compagnon du prophète, que le salut soit sur lui, elle fit l'objet de plusieurs opérations d'embellissement. Elle devint un important centre de rayonnement culturel et cultuel et vit le passage d'éminents ulémas. C'est le plus ancien monument cultuel après la mosquée de Qayrawan et la mosquée d'Abu Hajr Dinar de Mila. Son architecture est inspirée de celle de la mosquée du prophète, que le salut soit sur lui, à Médine. La mosquée a été classée patrimoine national en 1996. Il en est de même pour le mausolée de Uqba ibn Nafi', classé la même année. La mosquée abrite un ensemble de vestiges dans la porte de Tobna, classée au temps du colonialisme en 1900. La mosquée est considérée comme l'un des plus importants sites culturels, historiques et touristiques en Algérie et à Biskra en particulier. Il faut souligner que le plan original de cette mythique mosquée est d'une très grande simplicité. On atteste l'usage de matériaux simples comme le bois, la pierre ou encore les troncs de palmier recouverts de mortier de chaux. Elle fait aujourd'hui partie d'un grand complexe cultuel. Uqba ibn Nafi' est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De retour d'une expédition qui le mena jusqu'à l'Atlantique, ce sahabi prit la route du Tel saharien qui traverse la localité de Tobna, l'actuelle Berika, et c'est à Tahoudda, situé à 6 km de Biskra, qu'il trouva la mort dans une bataille contre Koussaïla. Il avait 64 ans. L'identification de son tombeau fut possible grâce à une inscription en caractère koufi graffée sur une plaque recouvrant sa sépulture, et c'est autour de ce dernier qu'a été érigée la mosquée. La mosquée enregistre un important taux de fréquentation et draine beaucoup de visiteurs nationaux et étrangers, vu la portée culturelle et historique de cet édifice, mais aussi de toute cette région propice au tourisme religieux notamment.
Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Al Jazeera.